Vincent Geloso vient de publier un nouveau livre, La route des Québécois libres. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 réflexions que j'ai sur ce livre-là. La première, c'est quelles sont les limites de l'exercice de Vincent Geloso. La deuxième, les incitatifs à la médiocrité fédérale. La stratégie des conditions gagnantes est une stratégie perdante à tout coût. Et je fais une proposition des limites que doit tracer le camp du oui. Avant de continuer, je voudrais remercier Vincent pour cette contribution au camp du oui, vraiment solide, très, très simple à lire, très clair, très original aussi. J'espère que je vais faire honneur à son travail avec mes réflexions. J'ai choisi quelques extraits du livre, mais je pense que ça vous ferait du bien à tout le monde de le lire, ce livre-là. Puis j'ai volontairement évité d'intégrer tout l'extrait présentant sa théorie des jeux sur le vote en faveur du oui. Si vous êtes adepte d'économie, c'est quelque chose que vous connaissez, la théorie des jeux. Sa présentation est vraiment originale, vraiment enrichissante. J'avais jamais vu ça, moi, sur ce sujet-là précis. Peut-être que ça avait déjà été fait, mais moi, c'est la première fois que je le voyais. Donc, j'espère que toutes les personnes qui vont écouter ce direct, cette vidéo, et qui veulent faire du Québec un pays, vont se procurer ce livre et le lire, parce que juste ce passage-là vaut amplement les 10$ et les 2 heures maximum de lecture que ça va vous prendre à passer au travers si vous n'avez pas à rédiger quelque chose comme moi, j'ai dû le faire après. La première chose que j'aimerais faire, c'est identifier la conviction de Vincent Geloso. Puis ça, il nous la partage. Donc, voici la conviction de Vincent Geloso. J'ai été convaincu que le Canada n'offre pas le cadre institutionnel permettant des Québécois libres. En fait, le cadre fédératif canadien est rempli d'incitations perverses qui, en plus d'être clairement irréformables, gouvernent le comportement des politiciens vers le capitalisme de copinage, des taxes plus élevées, un État-providence qui cible mal et donc dépense plus que nécessaire. Bien sûr, le Canada n'est pas une nation aux institutions illibérales. C'est un pays aux traditions démocratiques libérales qui fonctionnent passablement bien. Cependant, les choses pourraient être encore meilleures si le Québec quittait le Canada, tant pour les Canadiens que pour les Québécois. Sur une base froide et sans émotion, je pense que le Québec libre est une manière de rendre les Québécois plus libres économiquement et politiquement. Je pense qu'on partage cette conviction. C'est d'ailleurs quelque chose qui est souvent ramené par les gens de droite à qui on discute, qui nous disent « Nous, ce qu'on veut, c'est des Québécois plus libres. » Eh bien, Vincent Geloso nous dit que le chemin des Québécois plus libres passe par l'indépendance du Québec. Son objectif dans ce livre-là, c'est clairement de nous parler à nous, les souverainistes les plus, disons, lui, il va les qualifier de purs et durs, puis de nous dire « Adoptez mon point de vue si vous voulez élargir le camp du oui. » Il y a un potentiel de 30 à 40% d'électeurs que vous pouvez gagner à votre cause avec le discours que je vous propose, avec les limites que je vous propose, et je reviens plus tard sur les limites. D'ailleurs, limite, il va nous dire dans ce livre-là de nous attacher les mains. Je vais vous teaser un peu parce que je vais revenir sur ça. Il nous donne quelques exemples juteux dans ce livre-là qu'on va regarder tous ensemble, donc restez avec nous. Donc, sa proposition, pour remplir son objectif de ramener des gens, c'est de dire on va recentrer le débat. Donc, en ce moment, le débat est très centré sur notre culture, notre devenir culturel, mais moi, j'aimerais qu'on le recentre sur la liberté individuelle. Donc, je le cite encore, « Ce qui importe, c'est de savoir quel ordre politique maximise la liberté individuelle, la prospérité économique, la capacité d'une société à protéger les droits civils et à favoriser l'épanouissement humain. » Lui, ce qui s'attend de ça, c'est que si on applique ça, la coalition va être élargie aux gens qui sont attachés aux principes libéraux. Il nous donne, là, c'est quoi les principes libéraux pour lui. Donc, les 4 grands piliers de la liberté économique sont la liberté de choix individuel, l'échange volontaire, la libre concurrence et la protection des droits individuels ainsi que des droits de propriété. Très intéressant tout ça. Par contre, je pense qu'il y a des limites. Il y a des limites. J'ai l'impression qu'il en était conscient en réalité. Lui, ce qu'il veut, c'est dépasser ces limites-là. Moi, je pense que c'est des limites qui, jusqu'à un certain point, sont infranchissables. Donc, rien n'est noir ou blanc ou noir, là, mais il y a peut-être certaines limites qu'on ne pourra pas dépasser, et moi, je voudrais peut-être m'attarder à ça. C'est drôle parce que pendant que je préparais ça, je discutais avec un ami, puis il m'a dit Tu penses quoi de son invitation à s'attacher les mains avant le référendum? Puis là, je me suis dit Ouais. Moi, j'ai lu ça, puis je comprends l'idée que pour élargir le camp du oui, il faut faire des concessions. Il faut que ces concessions soient faites à des gens qui ne sont pas fondamentalement opposés
au projet fédéraliste, mais qui ne sont pas non plus fondamentalement opposés au projet souverainiste. C'est cette espèce de entre-deux qu'on doit convaincre. La théorie de Vincent Geloso, c'est que ces gens-là ont des intérêts puis qu'ils vont les suivre un peu comme des agents économiques. C'est très libéral comme pensée, évidemment, en calculant leurs avantages et désavantages. Par contre, lui, son pari de base, c'est de dire que les souverainistes purs et durs, les plus solides, peu importe ce que tu vas donner en gage aux autres, OK? Fait que tu as les souverainistes purs et durs, tu as les gens que tu peux convaincre. Si tu leur donnes beaucoup de gages à eux puis que tu leur enlèves à eux, ces gens-là vont toujours voter oui, peu importe ce que tu fais. Donc, tu n'es pas vraiment obligé de leur parler puis tu n'es pas obligé vraiment de faire grand-chose pour ces gens-là. Moi, j'ai envie de dire oui, mais. C'est plate de dire oui, mais l'affaire, c'est que il y a des limites qu'on ne peut pas franchir parfois parce qu'il existe une vérité qui est fondamentale dans le projet souverainiste québécois. C'est que le pays, là, fondamentalement, hein, on le fait parce qu'il y a des... Lui, il va en parler des somewhere, moi je veux dire des enracinés. Donc, il y a des gens qui sont enracinés au Québec, qui sont prêts à se battre pour que le Québec puisse grandir et s'épanouir, mais surtout que sa culture puisse grandir et s'épanouir. Puis si on leur présente une version de l'indépendance qui ne donne pas assez de garanties ou qui ne donne pas assez de moyens de créer cet avenir-là pour les Québécois et la culture québécoise, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on les prive finalement des outils de la souveraineté. Donc, on leur dit, vous allez avoir un pays, mais vous n'aurez pas les outils qui viennent avec la souveraineté. Donc, il y a quand même une limite dans tout ça. Je ne vais pas la tracer maintenant, mais je pense que c'est ça la limite de l'exercice. On ne peut pas évacuer complètement les enracinés. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'on va les démobiliser. Puis, ils vont chercher des alternatives politiques à notre projet. S'il y a une règle en politique, c'est qu'on ne peut jamais prendre les gens pour acquis. Donc, pour moi, les Québécois enracinés, sont nombreux. Puis ils ne veulent pas voir leur culture disparaître. Un des moyens qu'ils ont à disposition, c'est, faute d'en avoir des meilleurs, c'est l'État québécois. Puis on peut pas... on peut discuter longuement du rapport des Québécois à l'État. Il y a beaucoup de gens qui en font une forme de transformation de la religion. Bref, toutes ces théories-là, c'est intéressant. Mais ça reste que c'est une vérité fondamentale. Les Québécois ont un rapport particulier à l'État parce que c'est en partie l'État qui les a créés. Puis ils ont créé l'État aussi. Fait que tu ne peux pas les séparer complètement. L'État québécois, c'est un vecteur de l'expression culturelle québécoise. Ça fait partie de notre façon d'être québécois, l'État. En même temps, puis ça, je trouve que c'est un bel argument pour les conservateurs fiscaux. Si jamais demain, les Québécois ils décidaient de réduire la taille de l'État, ou de le réorienter vers des politiques plus conservatrices fiscalement ou culturellement, ça resterait toujours un vecteur de l'expression culturelle québécoise. C'est juste que notre culture aurait changé, puis nos manifestations politiques de cette culture-là, elles se seraient adaptées. Mais qu'il soit gros ou petit, l'État québécois, ça reste l'État québécois, puis c'est l'expression de ce qu'on est. Donc, je pense que ce serait beaucoup plus facile à faire de remodeler cet État-là à l'extérieur du Canada. Et que ça, c'est un argument en soi aussi, qui est peut-être pas aussi convaincant que de donner des gages infinis aux gens qui ne sont pas convaincus. Mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a une limite à ce qu'on peut déposséder les Québécois de leur souveraineté au nom de la souveraineté. Donc ça, c'est ma première réflexion. Tu as un commentaire de Vix là-dessus, justement. Juste ici, je te l'affiche à l'écran à l'instant. Est-ce que ton hypothèse, c'est qu'une portion importante de ces enracinés s'abstiendrait au référendum avec les propositions de Geloso? Non. L'idée, c'est... en tout cas, sa théorie à lui, c'est que si on veut convaincre des indécis, il faut qu'on réduise... Puis je vais rentrer plus en détail là-dedans, mais il faut qu'on réduise nos exigences par rapport à la souveraineté. Ce qu'on va pouvoir faire avec la souveraineté, il faut qu'on le réduise pour que ça ait l'air d'être moins de changement, le moins de changement possible, parce qu'il y a plus de gens qui sont plutôt conservateurs et qui ne veulent pas être bouleversés. Donc, plus tu réduis les possibilités de changement, plus ces gens-là sont susceptibles d'adhérer au projet. La deuxième réflexion que je me suis faite par rapport au livre de Vincent Geloso porte sur les incitatifs à la médiocrité fédérale. Donc, au cœur du premier chapitre de Vincent Geloso, il y a une thèse selon laquelle l'État québécois s'est construit aux dépens des autres provinces par une augmentation constante de ses dépenses publiques qui sont encouragées par le système des transferts fédéraux et de la péréquation. Dans tous les cas, moi, je pense que la démonstration est solide. Ce que je voudrais faire ici, c'est plutôt ajouter mon grain de sel. Parce que moi, je dois dire que c'est surtout la dette fédérale qui est derrière cette augmentation-là.
C'est avec ces montants-là que le fédéral fait des transferts. Donc, c'est vrai que le fédéral nous envoie de l'argent en s'endettant en notre nom de manière incontrôlable. Parce que la seule manière qu'il a trouvée, pour garder le Québec dans le Canada, c'est de s'endetter puis de nous donner une espèce d'illusion de confort. Parce que c'est un pays qui est bâti sur une logique marchande complètement dépassée. Donc, merci au libre-échange de nous avoir libérés de ça. Ça, c'est le 19e siècle. Puis d'un projet proto-moderniste d'État post-national de langue anglaise dont plus personne n'y croit puis qui est clairement arrivé à la limite de ce qu'il pouvait faire. Parce que là, aujourd'hui, pour fonctionner, il est rendu à 100 milliards de déficit pour pouvoir calmer tout le monde puis payer des services sociaux qu'on ne peut pas se payer. Il n'y a pas de convergence d'intérêts possible dans un pays sans qu'il y ait un intérêt national. Donc, un sentiment de destin collectif partagé, puis une libre adhésion aux principes fondateurs, a.k.a. une constitution de cet État. Ce qu'on n'a jamais été capable de produire au Québec. Le fédéral, pour pallier à ce défaut de conception, il nous a envoyé de l'argent pendant longtemps, emprunté sur une croissance démographique importante pour payer ses pensions et son système de répartition, une inflation pour justifier l'envahissement des champs de compétences, donc mettre de l'argent dépensé par le gouvernement dans des endroits qu'il ne devrait jamais toucher, et de la dette pour faire des transferts aux provinces et nous donner le sentiment qu'on peut se payer des services publics grâce à lui. Tout cela, ça a créé un faux sentiment de confort qui tire maintenant à sa fin. Plus personne n'est dupe, cet État n'est pas viable. J'enchaîne sur ma troisième réflexion qui est la stratégie des conditions gagnantes. C'est une stratégie perdante à tous les coups. Puis je veux remercier Vincent Geloso parce que il a sorti son livre la même semaine où on a eu tout ce psychodrame-là avec Lucien Bouchard qui nous a ramené à la réalité en nous disant qu'on allait perdre le référendum si on le tenait puis que c'était responsable de ne pas le faire. Vincent Geloso fait une très belle démonstration où il explique que la menace souverainiste, en fait, c'est un frein aux tendances centralisatrices d'Ottawa puis que ça modèle leur comportement. Donc, en gros, c'est de dire, plus l'État central centralise les efforts, moins il est connecté avec la population dans les provinces. Et ça, ça fait monter la grogne. Et donc, comme le Québec est, par rapport aux autres provinces, plus élevé par rapport à ça, puis que la menace, elle est comme constante, ce que ça fait, c'est que ça calme Ottawa, qui ne fait pas de gestes qui pourraient lui coûter cher, qui pourraient lui quitter une province qui deviendrait un pays, par exemple. Et là, il nous dit, je cite, « C'est pourquoi les souverainistes se bercent d'illusions, en croyant que les chicanes avec Ottawa mèneront à l'indépendance, ou qu'une monumentale gaffe du gouvernement fédéral leur offrira la victoire sur un plateau d'argent. Cette stratégie repose sur l'idée que les Québécois seraient prêts à faire le saut, même si les souverainistes leur apparaissent comme des incompétents économiques aux idéaux radicaux et cinglés. » Je pense que fondamentalement, Vincent, il a raison sur ça. Puis que c'est un très bon argument contre tous ceux qui sont adeptes de la patience, de la responsabilité, de donner des preuves, de bien gouverner pour gagner la confiance des gens, puis après faire un référendum. Parce que le fédéral, lui, il joue à l'équilibre depuis toujours. Puis ils ont appris de leur dernière expérience. Ils ont appris de Mitch. C'est pas pour rien que Justin Trudeau a balayé toute simple mention d'une possible discussion constitutionnelle. Puis qu'aujourd'hui, même si d'autres provinces canadiennes exigent des discussions constitutionnelles, il y a une fin de non-recevoir totale de la part du camp fédéral pour la simple raison qu'ils ne veulent pas reproduire un Mitch 2. Ce serait trop dangereux. Le fédéral ne fera jamais l'erreur fatale qui mettrait en place les conditions gagnantes. Moi, c'est pour ça que je pense que le camp souverainiste a tout intérêt à toujours être dans une production positive, comme le fait Vincent Geloso, en démontrant la non-viabilité du système fédéral canadien. C'est en démontrant l'incapacité de ce système-là à répondre à nos besoins démocratiques, économiques, démographiques, culturels, qu'on va créer les conditions gagnantes. Donc, moi, je vous dis, il ne faut pas attendre ces conditions-là. Le choix gagnant, c'est le choix de faire un pays. Il y a une solide démonstration dans ce livre-là avec la théorie des jeux, de la modification des coûts de perception de la souveraineté pour les électeurs, qui ne sont pas dans le noyau dur. Vraiment, ça vaut la peine d'aller lire ça. Tout ça est un jeu d'équilibre. Et pour les gens qui ont des comportements plus rationnels par rapport à la question, quand je dis rationnel, c'est pas vraiment que c'est pas rationnel, sinon c'est plutôt rationalité au sens économique, c'est-à-dire dans mon intérêt. Quels sont mes gains potentiels versus quelles sont mes pertes potentielles?
Et si on réfléchit en se disant les Québécois sont des agents rationnels qui vont pencher d'un côté ou de l'autre en fonction de leur intérêt, et il y a probablement une part importante de la population québécoise qui est là-dedans, eh bien, il y a une façon d'anticiper vers où va pencher la balance en fonction de ce qu'on fait. Donc, tout ça se trouve dans son livre. Encore une fois, je l'ai dit au début, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Ça vaut la peine d'être compris. Et je pense que ça peut modifier vos comportements quand vous avez des discussions même avec des gens et votre perception globale de l'enjeu. Donc, je pense que c'est ce qui a le plus de valeur dans son livre. Donc, je ne voulais pas tout vous le donner. Je voulais vous donner envie d'aller le lire parce que, de façon générale, ça va vous aider à convaincre plus d'indécis et à réfléchir quand vous prenez des décisions. C'est mon humble avis. Dernière réflexion, après tout ça. Je dirais que je voulais tracer des limites. Les limites que doit tracer le camp du oui. Alors, je prends un gros risque parce que je vais certainement oublier certaines choses. On va me critiquer sur d'autres, mais je pense que ça vaut la peine d'entamer cette discussion-là. Donc, on l'a dit à Génération Oui, il faut prendre des risques, il faut élargir le camp du oui, il faut trouver des façons d'établir des dialogues nouveaux. Donc, voici ma proposition. D'abord, il faut arrêter de chercher toute forme de pureté. Que cette pureté-là soit doctrinale, culturelle ou politique. C'est pas ça le cœur de notre enjeu. Il y a des gens qui sont prêts à voter oui. Peut-être même qui pourraient finalement embarquer dans le bateau. Mais il faut leur ouvrir la porte. Ne pas avoir peur d'entamer le dialogue, même s'ils n'ont pas les mêmes priorités que nous. Notre camp n'a aucun intérêt à mettre des barrières à l'entrée autres que les suivantes. Et c'est là où je vous fais une proposition, parce que dans tous les cas, c'est impossible, puis on s'en est rendu compte à plusieurs reprises, de dire tout le monde est bienvenu. Il y a des gens que je pense qui n'ont pas leur place, qui ont leur place pour voter oui, mais je ne pense pas qu'ils devraient être des représentants du camp du oui. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que je me trompe, mais voici ce que je vous propose. Ah ouais, Nando, plante-toi. Je pense que ce qu'il faut qu'on soit capable d'admettre, c'est ces 3 principes-là fondamentaux. Donc, 1, tu veux que le Québec déclare son indépendance. Ça me semble plutôt basique comme condition. 2, il faut qu'on convienne tous que n'importe qui veut être Québécois peut le devenir. L'essence de cette proposition-là, c'est de dire, pas tous les habitants de la planète peuvent devenir Québécois, c'est pas ça le principe. Là. On va pas devenir un pays de 8 milliards d'habitants, mais que fondamentalement, toute personne qui le désirait aurait toujours tous les moyens de le devenir si on décidait de l'accepter chez nous. Mais je pense que c'est une limite à tracer. Ça évacue tous les discours qui sont vraiment racistes, là, qui ne sont pas proposés comme ça, mais qui ont un vrai fond raciste. Je pense que ces gens-là ne doivent pas être accueillis dans le camp du oui, même s'ils veulent voter oui. On n'a pas à accepter des gens qui pensent que pour une raison, parce qu'on est né à un endroit ou parce qu'on a une certaine culture, on ne peut pas devenir Québécois. Notre capacité à proposer ça est importante pour moi. Et la dernière limite que je tracerais, c'est d'être capable de s'entendre sur les grands principes de la démocratie québécoise. Et là, c'est très large. Et c'est là que je vais me planter. Donc, la représentativité, par exemple le multipartisme, le droit d'association, par exemple la création de partis, mais aussi le droit de former des syndicats, par exemple. La liberté d'expression, qui est une condition pour que tout le reste puisse fonctionner. Et le droit à la propriété privée. Alors là, je ne les ai pas tous inclus, mais je pense que c'est les 4 principes fondateurs de la démocratie québécoise et qui sont suffisamment larges pour ne pas porter un contenu idéologique trop fort. Pleinement d'accord avec ça. Ouais, ça me semble assez consensuel jusqu'à présent. Si on est suffisamment solide sur le fond, et moi je crois qu'on l'est, je crois sincèrement que le Québec et les Québécois s'en sortiront mieux à tout point de vue une fois indépendants. Alors, on n'a pas à avoir peur. On doit écouter les remarques, proposer des avenues constructives et rassembleuses. On est le mouvement de tous les Québécois qui veulent se rassembler pour un avenir meilleur. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit parfaitement à la fin. Tu m'as fait plaisir avec ton deuxième point. Tu sais que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Les racistes, s'il y a des racistes qui votent pour le oui, ça leur appartient, mais moi, je les veux pas dans l'autobus du oui, mettons, là. Fait que ça, c'est très bien expliqué de ta part. Félicitations. Moi, je ne l'ai pas encore lu. C'est certain que je vais le lire. On aura peut-être l'occasion de l'inviter, Vincent.
C'est une autre façon de présenter, de concevoir la souveraineté. Moi, je pense que toutes les façons sont bonnes, tous les argumentaires sont bons. On a un commentaire ici, justement, sur un passage auquel tu as fait référence. Le Canada est un pays artificiel, post-national, communautariste, sans identité, rien de plus vrai. Totalement. Totalement. Puis moi, je le répéterai jamais assez souvent. Il pallie ce manque de... Il n'y a pas des bons fondamentaux. Il n'y a pas des bons fondamentaux. Puis ce que nous propose le Canada pour pallier à ça, c'est je vais dépenser. Je vais dépenser partout, n'importe où, n'importe comment, sans que ce soit ma job de le faire. Puis je vais garder l'unité comme ça, puis je vais donner l'illusion de confort. Vincent Geloso le démontre bien dans son livre. Il utilise d'autres voies, mais on arrive à la même conclusion. Je pense que c'est un constat, puis maintenant, ça peut faire consensus au Québec. Ils achètent notre impression de confort, ça nous maintient dans la médiocrité. Je dirais plutôt, comme Joey l'a dit d'ailleurs, ça restreint notre potentiel. On serait tellement mieux si on pouvait exploiter ce potentiel-là, puis si on n'était pas freiné par ces incitatifs-là, qui, eux, sont des incitatifs à la médiocrité. Ouais, puis ça, c'est sans parler du fait que le fédéral a son mot à dire, prend la moitié de nos impôts. Le fédéral signe des traités en notre nom, des traités à l'international. Puis le fédéral vote des lois en notre nom également. Là. C'est un gros frein à notre liberté. En fait, c'est une violation de notre liberté fondamentale en tant que nation. Il y a Vix qui nous dit, en gros, il n'y aura jamais de conditions gagnantes si chaque fois que la souveraineté est assez haute, donc assez forte, le fédéral de réforme pour calmer les ardeurs des souverainistes. Donc, à chaque fois que la souveraineté va être assez haute, le fédéral va faire des réformes pour calmer les indépendantistes québécois. Moi, j'ai déjà eu cette discussion-là avec Jocelyn Caron, puis je trouve que c'était bien dit, là. Il m'a dit, tu sais, l'État canadien, c'est l'héritier de l'Empire britannique. Puis s'il y a une chose que les Britanniques savent faire, c'est gagner du temps. Ils ont fait ça dans toute leur histoire, dans toutes les colonies qu'ils ont eues. C'est les derniers à avoir perdu leur colonie. Ils ont encore d'ailleurs des colonies, les Amérindiens, dans l'Empire britannique. Puis c'est ça qu'il a dit. Il dit, tout ce qu'ils font, c'est gagner du temps, toujours gagner du temps. Fait que moi, je pense que c'est ça qu'ils font avec le Québec. Puis pendant ce temps-là, la réalité, c'est que notre poids politique diminue. La part de francophones au Canada diminue. Notre poids économique diminue. Donc, plus on est petit, moins on a confiance. Puis eux se disent, peut-être que si on arrive à gagner assez de temps, ça va être tellement difficile pour eux puis tellement marginal qu'on va avoir vaincu puis que le Québec va devenir une vraie province du Canada comme les autres puis qu'ils vont réussir leur mission qu'ils ont depuis 150 ans qui est d'assimiler les Québécois. Tu sais. Vix qui nous dit également, les grands principes doivent inclure l'indépendance de la justice, absolument. Ouais, absolument. Tu vois, je l'ai pas mis. C'est vrai. Mais c'est parce que c'était tough là, de trouver de tout résumer comme ça. Là. J'essayais d'avoir le moins... C'est impossible de pas avoir d'idéologie. Là. Mais d'être le plus pragmatique possible. C'est-à-dire d'être vraiment le plus dans ce qui est consensuel par rapport à la démocratie québécoise. Parce que pour moi, c'est ça. J'essaie de la définir, mais fondamentalement, il faut juste que tu adhères au projet démocratique québécois. Ouais. Si tu veux faire du Québec un pays pour faire une dictature communiste, tu as le droit là, de voter oui, là, mais moi, je te veux pas dans mon camp. Là. C'est pas question. Là. T'es pas représentatif du tout de l'ensemble, puis c'est pas ça le projet. Là. Je suis désolé, là. T'as pas ta place. Tu peux voter oui, mais t'as pas ta place. Mais c'est ça. Puis il y a un argumentaire, au final. Tu sais, ça, c'est les grands principes auxquels on doit tous adhérer, de ce que je comprends. Mais on peut avoir un argumentaire de gauche ou de droite en faveur de l'indépendance. Tu sais, on peut vouloir l'indépendance pour lutter contre les changements climatiques puis être une nation qui va être gouvernée de manière plus cohérente avec ses valeurs environnementales, qu'on va cesser de subventionner le pétrole de l'Alberta, etc. Comme qu'on peut être de droite puis se dire, on enlève un palier de gouvernement, on enlève plein de ministères qu'on en double, puis on a une gestion plus efficace de nos finances publiques. Absolument. C'est ce que Yannick Simard a dit, il y aura plein de camps qui à la fin voteront la même chose dans l'urne. Donc, c'est ça. Moi, je pense que fondamentalement, c'est ça. Il y a des indépendantistes de gauche qui ont un argumentaire solide à gauche, mais c'est pas des conditions. Puis la même chose à droite. On peut avoir des arguments indépendantistes de droite économique, mais il faut pas que ça devienne non plus des conditions pour autant. Mais tu sais, même de droite identitaire, moi, j'ai pas de problème. Tu as le droit de vouloir que le Québec soit un pays pour avoir moins d'immigrants. Là. Moi, ça me dérange pas. T'sais. Tant que tu te dis... Tant que c'est... C'est pas ça l'indépendance.
Tant que tu comprends que c'est pas ça, l'indépendance. Mais Ben, que tu as ta place, tant que tu Ouais. respectes les autres conditions, moi, j'ai pas de problème. Là. C'est vraiment Ouais. ça le minimum. Ouais, mais c'est ça, faut pas rattacher, c'est ça, des conditions à l'indépendance. Peu importe qu'elles soient de gauche, de droite, droite identitaire, gauche sociale, peu importe. Et dans le livre, Vincent Geloso, il nous parle beaucoup de il faut s'attacher les mains. Puis il donne un exemple là, qui est quand même farfelu, puis ben, en tout cas pour moi, mais je comprends la logique. Donc pour illustrer tout son propos, il nous dit ben, on pourrait proposer de conserver la monarchie, parce que ça fait encore moins de bouleversements. Et donc moins de bouleversements égale plus facile pour les gens qui aiment le statu quo d'embarquer dans le projet. Puis là, je me suis dit oui, mais ça a une limite. Ça a une limite parce que pour beaucoup de gens, la monarchie, ça représente c'est pas juste une forme de gouvernement, c'est chargé politiquement, c'est-à-dire c'est l'expression de notre conquête, c'est l'expression de notre colonisation. C'est pas juste une forme de gouvernement, là. C'est beaucoup plus que ça. Je sais pas, honnêtement, puis je suis pas tranché là-dessus, je sais pas si vous avez un avis. À la fin, tu sais, c'est-tu nous au nom d'avoir un pays qui devons faire cet effort incroyable de passer par-dessus ça, tu sais, mettons. Tu sais, mettons qu'on me dit demain, si tu gardes le roi d'Angleterre quand tu as la souveraineté pendant 10 ans, je t'adonne. Est-ce qu'on doit faire l'effort de passer par-dessus ou est-ce qu'on peut raisonnablement dire, je comprends que ça puisse être plus facile de gagner, mais il y a des limites à limiter notre exercice de souveraineté, surtout face à des symboles aussi chargés que la monarchie. Mais peux-tu répéter son argumentaire initial que tu disais là-dessus? Donc, son argumentaire à lui, c'est de dire l'être humain a une propension à préférer le statu quo au changement. Il y aurait beaucoup de gens comme ça au Québec. L'idée, c'est de dire, si on dit aux Québécois, plutôt que de proposer un système présidentiel qui pourrait faire peur à des gens, on dit juste, on laisse la monarchie. T'es pur et dur. Tous les gens qui sont pour déjà oui, ils vont voter oui pareil. Mais tu peux convaincre des gens qui voteraient non sinon. Ouais, je comprends. Ok, c'est ça que je pensais. Mais sur la monarchie, comme que tu as dit, je suis pas convaincu. Lui, il présente en plus l'élément de la monarchie. Oui, il dit littéralement, on pourrait proposer de garder le roi pendant 20 ans, genre avant de le changer. Là, c'est Mais là, je pense il qu'il pitch plein s'égare d'idées, un là. peu. Ok. Parce que, mettons, sur la monnaie, les passeports, les frontières, je peux comprendre. Tu sais, qu'on garde la même monnaie, qu'on garde des frontières ouvertes avec le reste du Canada. Mais sur la monarchie, qui est le pire symbole de notre oppression, de toute notre histoire, c'est une histoire qui est sale, c'est une histoire qui est sanglante, la monarchie au Québec. On va se le dire franchement. Ouais. Puis c'est même pas de mon point de vue anti-monarchiste, puis mon point de vue républicain, mon point de vue souverainiste, mon point de vue de Québécois nationaliste. T'enlèves ça, là. T'as combien de. C'est quoi le pourcentage de Québécois qui veulent se débarrasser de la monarchie demain matin, là, sans même que le Québec devienne un pays? C'est autour de 72-80%. Fait que moi, je pense que si justement ça peut être un argument très fort. Puis c'est même un argument très fort d'un point de vue de droite, là, c'est que ça nous coûte encore de l'argent en tant que contribuable à la monarchie. Puis des fois, on nous dit on veut pas à droite, il y a des gens qui sont contre les subventions en culture. Là. Mais moi, entre subventionner un artiste québécois émergent puis subventionner le roi Charles, là, le choix il est vite fait. Le choix il est vite fait en sacrament. Fait que il me semble que si on a une place à couper, c'est bien là. Puis je pense que les Québécois, c'est ça, seront d'accord avec cette affirmation, là, parce que quand on regarde les sondages, s'il y a bien un consensus au Québec, c'est ça, là, puis on l'a vu avec toute l'histoire du serment. Là. Mais je comprends, par contre, je comprends l'argument global. Je vais pas être de mauvaise foi, là, je comprends tout à fait l'argument global, puis c'est vrai que l'humain, puis je le pense, là, je partage ça avec lui, je pense qu'effectivement, on aime le statu quo, on aime le confort, on a peur du changement. Fait que ça, je comprends quand même son raisonnement derrière ça. Mais je pense que la monarchie, c'est pas quelque chose qu'on devrait s'attacher les mains et dire on va le garder pendant 20 ans. Là, au contraire, je pense qu'on va plus faire rire de nous autres qu'autre chose. Mais sur les autres éléments, je pense qu'il touche des bons points sur les autres exemples. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Moi, je pense que c'est la limite de tout ça. La limite, c'est il y a des choses qu'on peut pas accepter. Je sais pas comment dire ça autrement, mais de toute façon, en plus, si on se met... Puis c'est ça, hein? C'est drôle parce que ça va vraiment
Cette lecture-là était vraiment intéressante parce que fondamentalement, ça va contre toutes mes idées romantiques de la politique. C'est une présentation très agent économique de la politique. Il y a quelques éléments, je trouve, qui manquent là-dedans. C'est-à-dire qu'en politique, tu peux convaincre les gens. Tu sais, la théorie économique, c'est un jeu à somme nulle. Il faut comprendre ça. C'est un jeu à somme nulle. C'est toujours comme ça. En politique, tu peux convaincre les gens. C'est pas des jeux à somme nulle. Tu peux gagner littéralement des gens à ta cause sans en perdre. Ça se fait. Ça se fait. Donc, je trouve qu'il y a une limite à voir le monde comme ça, mais c'est enrichissant parce que ça ouvre des avenues. Tu sais, il y a des choses que je me suis dit, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Je voulais pas rentrer là-dedans parce que je me suis dit, on aura ces discussions-là quand même quand on aura les discussions plus larges sur qu'est-ce que devrait être une constitution et tout ça. Là. Mais c'est une discussion super intéressante parce qu'effectivement, moi aussi, des fois, je me demande est-ce que la stratégie gagnante du camp du oui, c'est plutôt option 1, de dire on va faire du Québec un pays, puis là, tu prends tous les consensus québécois, comme justement l'abolition de la monarchie, puis tu dis ça va être ça le Québec indépendant. Puis là, ça va. Tu sais, la monarchie, c'est assez consensuel, mais mettons la protection de l'environnement. La plupart des Québécois sont favorables à la protection de l'environnement puis à la lutte au changement climatique, mais là, on va s'aliéner la droite plus économique, j'allais dire la droite de Québec. Si Joey nous écoute, j'apprends. La droite économique. Donc, on va s'aliéner la droite économique. Fait que c'est un peu ce jeu-là. Puis l'option 2, ben, c'est comme que tu as dit, des conditions très très larges, à savoir on respecte la démocratie québécoise, on respecte le fait que tout le monde peut être québécois s'il le désire, etc. D'ailleurs, Vix te dit que tes 3 conditions sont très raisonnables. Ah, du moins selon Vix. lui. Tant mieux. Mais j'espère que, honnêtement, j'ai peut-être trop d'ambition, mais j'espère que ce sera discuté puis repris. Ce serait bien qu'on... Il y a beaucoup de volonté de rester flou, là, puis je comprends. Il y a beaucoup de ça dans le mouvement. Moi, je pense qu'on est rendu à l'étape d'être moins flou. Ben, ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on est vraiment rendu à l'étape d'être moins flou? Parce que l'avant-projet de loi de Jacques Parizeau, là, c'était pas avant l'élection. C'était une fois au gouvernement. C'était une fois qu'il préparait l'indépendance. Ouais. Fait que moi aussi, dans les dernières semaines, je me disais, Colin, ce serait le fun d'avoir déjà quelque chose de substantiel. Puis je pense qu'il y a des choses de substantielles qui arrivent, là, notamment avec le livre bleu. Ouais. Mais c'est normal, là. Le Parti québécois, nous, on s'excite, là. Et on a raison d'être excités. Mais comme le Parti québécois, pas encore au gouvernement, là, le Parti québécois actuellement a 6 députés sur 125. Ouais. Fait que c'est énorme. Puis ça amène des ressources limitées, déjà. Ils ont des ressources excessivement limitées. Puis il faut d'abord prendre le gouvernement. Puis après ça, proposer le projet plus large. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais c'est une bonne réflexion, du moins, à avoir. Il y a Bidule qui dit « fuck la monarchie », on est d'accord. Ouais. Je voulais juste le rappeler avec mon envolée lyrique. Puis il rappelle un point important, là, pour les gens qui se disent pour la laïcité comme la CAQ, là. Ce serait bien d'abolir la monarchie au Québec, de se séparer du lieutenant-gouverneur, parce qu'effectivement, c'est le représentant d'une église. Donc voilà, l'église anglicane. Vix qui te pose une question. Vix qui est, j'aime ça, il est très actif, il est vraiment dans le sujet. Ouais. Il y a des gens qui ont des débats sur d'autres sujets, mais lui, il est pile dedans. Est-ce que tu penses que si on proposait de garder pendant 20 ans la monarchie post-souveraineté, les souverainistes convaincus se démobiliseraient? J'ai pas l'impression. Mais c'est vraiment ça le cœur de l'argument de Vincent. Puis je suis comme, honnêtement, je vous dis, ça a été contradictoire par rapport à mes croyances romantiques de la politique. Parce que après, je me suis posé la question. Puis moi, je voterais oui pareil, même si on me disait qu'on va garder la maudite monarchie britannique. Ça me ferait chier, mais je voterais oui. Ouais. Fait que là, je me suis dit, crime, si ça marche avec moi, ça marche peut-être avec tout le monde. Ben, moi, je suis convaincu. Oui, fait... je suis convaincu. Mais je pense qu'on gagne des points si on leur dit, si on dit aux Québécois, on enlève la monarchie, je peux le remettre. Ouais, excuse. Si on se débarrasse de la monarchie, qu'on va chercher de l'argent, qu'on envoie à la monarchie, puis qu'on se débarrasse de ce symbole-là qui est sale dans l'histoire du Québec, je pense qu'on gagne plus. Je pense pas qu'on perd en disant qu'on se débarrasse de la monarchie. Moi non plus. La monarchie, je pense que c'est un sujet, mais tu sais, il y a d'autres sujets, par exemple. Je pourrais le retrouver, mais il parle du processus de nomination des juges, il parle de notre système parlementaire. Je pense que toi puis moi, on est d'accord pour une réforme du mode de scrutin. Puis lui, il dit faudrait pas qu'on change le mode de scrutin. Tu vois? On le propose pas avant le référendum. On dit on le fera après.
Puis, dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se lier les mains. Fait que là, il dit, si vous voulez changer le mode de scrutin, ce que vous devez faire, ben, c'est de dire que vous n'allez pas changer le mode de scrutin, puis nous prouver que vous n'allez pas le changer. Puis lui, ça... honnêtement, dans le livre, il va pas très loin dans ses raisonnements par rapport à ça. Là. Fait que je pense pas que c'est ça le cœur du livre. Je pense que la démonstration autour de l'État fédéral, c'est un État qui encourage la médiocrité, puis les Québécois sont restreints dans leur potentiel. C'est ça le cœur du livre. Mais il va dire, par exemple, vous devriez dire, mettons, pendant 20 ans, on ne peut pas faire de changement constitutionnel au Québec. Comme on va garder tout ce qui est Canada, puis on ne fait pas de changement pendant 20 ans. Puis là, dans 20 ans, on se permettra des changements. Puis là, ça sera la démocratie québécoise. Puis là, ça réconforterait beaucoup de gens. Fait que là, si tu veux changer le mode de scrutin, tu peux plus, là. Ou, là, il va nous dire, ben, là, il se rend bien compte que c'est un peu excessif, je pense, là. Honnêtement, je pense qu'il se rend compte qu'il en demande beaucoup. Quoique, peut-être ça marcherait. Puis il dit, ben, dans le fond, vous pourriez nous proposer, ben, on pourrait proposer, parce que c'est inclus là-dedans, là, mais de dire, on fait pas de changement constitutionnel pendant 20 ans, sauf si on a, mettons, les 2 tiers de l'Assemblée, puis un Sénat qui vote en faveur. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont avec le Sénat d'ailleurs. Hein. Vraiment, ça revient beaucoup parce qu'ils en parlent dans le livre. Puis, tout le monde de droite à qui on parle, on dirait que ça les. Ils en veulent un Sénat. Ils en veulent un Sénat. Puis moi aussi. Puis, tu sais, un Sénat moi, je suis pour un Sénat des régions. Puis s'ils veulent le modèle américain, j'ai pas de problème. Si c'est ça qu'il leur faut, là, deux sénateurs de chaque région du Québec, puis ils ont leur chambre, puis ils sont élus, puis ils jasent. C'est comme un contre-pouvoir. Tu sais quoi? Moi, je suis ouvert à ça. Ouais. Moi, je peux pas être contre ça. Je viens de la fabuleuse Mauricie. Oui, alors, je serais tout à fait favorable. Le seul modèle de Sénat que je ne veux pas, c'est le modèle canadien. Mm-hmm. Quand on nous entend parler contre le Sénat, c'est parce que le modèle du Sénat canadien, on le trouve profondément antidémocratique. C'est bien beau d'avoir un contre-pouvoir, mais si ton contre-pouvoir il est antidémocratique, il sert à quoi ton contre-pouvoir? D'avoir des gens qui sont élus, qui sont nommés à vie, ou je me souviens pas si c'est jusqu'à 75 ans, oui. C'est ça, jusqu'à 75 ans. Puis c'est souvent des nominations partisanes. Par le gouvernement. Ouais, par le premier ministre. Puis c'est souvent, on va nommer telle personnalité qui est aimée de la population juste pour redorer notre image publique, là. Hey, quelle sorte de contre-pouvoir que c'est ça? Voyons donc. On va nommer, je sais pas, on va nommer Céline Dion sénatrice, elle est aimée du peuple. Ouais. Dans un Québec indépendant, je veux pas ça. Je l'aime bien, Céline, mais je veux pas qu'elle soit sénatrice juste pour que ça donne des points au président de la République ou au premier ministre. Là. Voyons donc. Fait qu'on s'oppose au Sénat canadien parce que c'est antidémocratique. Je sais pas, au Québec, j'imagine que c'était la même forme. C'était pas des sénateurs élus. C'était la même forme. Avant qu'ils soient abolis. Ouais, c'était le modèle canadien typique. C'est ça. C'est pour ça que nous, on se dit que c'était une bonne chose d'abolir cette forme de Sénat-là. Mais on n'est pas contre un Sénat. Là. Comprenez-nous bien. Ouais, puis moi, j'aime pas... Tu sais, je suis pas contre... Moi, je suis très démocratique. Fait que je crois que le référendum, puis 50% plus 1, c'est la règle. Mais tu sais, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des... Mettons, on pourrait très bien avoir une idée de... On pourrait démocratiquement voter là-dessus. Puis dire, ben, dorénavant, si on veut changer la Constitution, mettons qu'on veut changer un élément de la Constitution, il faut qu'on soit le 2 tiers des Québécois qui votent en faveur dans un référendum. C'est pas... Ça, je trouve pas ça pas correct si on le vote d'abord comme étant une loi qui régit notre code politique. Mais tu sais, toutes ces discussions-là, on pourra les avoir après. Ouais. Je sais qu'ils n'aiment pas ça quand on dit ça, mais la réalité, c'est que oui, on peut se lier les mains sur certains enjeux. T'sais. On a une charte des droits et libertés. Par exemple, le code criminel ne sera pas changé avant X années. Il y a des choses qu'on peut... Ça avait été fait d'ailleurs pour le gouvernement du Québec. Puis encore une fois, c'est ça, je trouve. Je n'ai pas assez répété. En 95, ça a été fait, tout ça. J'ai l'impression que les gens, ils savent pas que ça a été fait. Parce que je lisais ça, puis j'étais comme, ça aussi, c'était déjà en 95. Puis ça, c'était déjà en 95. On aurait peut-être intérêt à juste relire ça, puis à le populariser, puis juste à le répéter au monde. Genre, la continuité des lois canadiennes était assurée dans un Québec indépendant. Jusqu'à ce qu'elle soit changée, c'était les lois qui nous régissaient. La Charte des droits et libertés, elle était là. La monnaie, c'était la même. Tu sais, ça a déjà été fait, ça. Fait que peut-être que les gens ont comme oublié. Puis ça vaudrait la peine juste d'être rappelé. Ou qui ont l'impression que ça va être différent la prochaine fois, peut-être.